Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous espérons nombreux pour tout savoir sur la taxonomie. Et c'est Olivier Muller, qui est directeur du département de développement durable de Price Paris, qui va déchiffrer ce nouveau référentiel, on va l'appeler comme ça, dans un premier temps, mais c'est aussi une réglementation. Donc il va vous défricher comment bien appliquer la taxonomie et pourquoi ça concerne aussi les établissements financiers. Je vous laisse la parole, Olivier. Vous pouvez poser des questions, bien entendu, que nous relayerons à la fin. On va essayer de se garder 10-15 minutes. 10 minutes, 15 minutes, en fonction de votre appétit et de vos souhaits d'en savoir plus. Merci Catherine et bonjour à tous. Effectivement, on a pensé qu'il pourrait être intéressant de partager un peu l'évolution réglementaire sur le sujet de la taxonomie parce que c'est vraiment quelque chose qu'on sent comme étant très important. Alors on va voir qu'il y aura un volet reporting réglementaire, mais que l'intérêt pour la taxonomie va au-delà de ce reporting et va nourrir les relations entre entreprises et investisseurs. Alors dans un premier temps, je vais commencer par présenter ce règlement. Dans un deuxième temps, je présenterai quelques sujets chauds du moment parce que le règlement taxonomie est vivant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a déjà été publié mais qui est encore en évolution. Et dans un troisième temps, on donnera quelques conseils pour bien débuter ou commencer sur ce sujet dans les prochains mois. Alors, pour introduire donc la taxonomie, dans un premier temps, d'où vient-elle ? En fait, elle a été impulsée donc par la Commission européenne depuis 2018 au sein d'un plan plus large qui s'appelle le plan finance durable et qui concerne en fait le système financier au sens large et à travers lui les entreprises qui sont financées. L'idée étant que le système financier, pour continuer à servir l'économie, doit se réformer pour mieux prendre en compte les dimensions environnementales et sociales et également mieux prendre en compte le long terme. Dans ce cadre-là, l'Union européenne a sorti un plan qui comporte à peu près une dizaine d'actions. Et la première d'entre elles est considérée comme la plus importante, donc c'est cette taxonomie dont on va parler aujourd'hui. Alors, à savoir que le plan finance durable a été revu cette année, a été complété et que la taxonomie est toujours en bonne place parmi les sujets que la Commission européenne souhaite voir adressés au plus vite. Alors, qu'est-ce que la taxonomie verte ? Quand on parle de développement durable, donc quand on prend en compte l'ensemble des dimensions environnementales, sociales et gouvernance, on a des sujets très variés qui sont à terme le scope total de la taxonomie, sachant qu'actuellement le scope de la taxonomie est restreint aux sujets environnementaux. Et même plus que ça, en fait, pour l'instant, ce qui est directement accessible et le sujet du moment, c'est les sujets liés au changement climatique. Peut-être que dans quelques années, il y a eu d'ailleurs cet été des textes dans ce sens, la dimension sociale pourrait également être abordée par ce règlement et donc concerner les entreprises. Donc à terme, il y aura donc 6 dimensions, 2 sur le climat, donc à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre et également donc l'adaptation au changement climatique. Et à partir de, a priori dans 2 ans, on aura également des questionnements sur 4 autres dimensions, la biodiversité, les déchets, les polluants et tout ce qui concerne l'eau. Voilà, donc ces 6 dimensions constituent la taxonomie à date. Alors pour une entreprise non financière, que faut-il fournir comme information dans le cadre de ce règlement ? Eh bien, au départ, il y a 3 dimensions qui sont demandées et qui devront être publiées régulièrement tous les ans. D'abord, la proportion du chiffre d'affaires qui est concernée par ces activités, donc l'année prochaine relative au climat. Deuxièmement, les CAPEX qui sont là aussi destinés à favoriser l'investissement vert. Et troisièmement, des OPEX. Alors la liste des OPEX est très restrictive et on va dire que ce sont des OPEX qui sont à proximité des CAPEX, mais voilà, ne pourront jamais concerner des aspects sur les consommations de réactifs ou de consommables a priori. Donc on va voir en fait qu'il y aura pour les CAPEX et les OPEX 3 différentes situations qui pourront être prises en compte lorsque ces CAPEX notamment visent à financer des activités déjà vertes
ou des activités qui vont devenir vertes au sens de la taxonomie, ou des CAPEX isolés qui concernent des actions ou des activités en elles-mêmes vertes, mais de moindre ampleur par rapport à l'activité principale de l'entreprise. Alors, les concepts introduits par la taxonomie pour arriver à définir ces 3 KPI sont nombre de 4 globalement. En premier lieu, c'est en quelque sorte un premier filtre quand une entreprise va devoir identifier au sein de toutes ses activités celles qui sont vertes. Elle devra se référer, l'entreprise, à une liste d'activités au sens code NAS, donc prédéfinies, on va le voir dans le prochain slide. Donc définir les activités qui sont identifiées par l'Europe dans une liste. Tout simplement. Donc ils sont considérés comme éligibles, c'est-à-dire c'est un premier filtre pour voir que ces activités-là font du sens pour les sujets environnementaux, donc notamment le changement climatique. Deuxième filtre, en quelque sorte, concerne la contribution substantielle. Donc là, pour l'ensemble des activités dites éligibles, la Commission européenne a défini des critères qui permettent d'identifier si sur le sujet concerné, l'entreprise a un point fort. Troisième sujet, pour éviter que l'entreprise ait en même temps un point fort et un point faible, une liste de critères minimums qui sont notés sur les 5 dimensions autres que celui où l'entreprise a un point fort sur la contribution substantielle. Voilà, donc ces critères contribution substantielle et DNSH pour l'instant concernent l'environnement. Et le dernier filtre qui est introduit par le règlement concerne les aspects plus sociaux, droit du travail et droits humains, puisque là aussi, l'entreprise devra garantir que les activités vertes sont menées dans le respect des grandes conventions internationales comme les conventions OCDE ou OIT. Alors, je vous propose de passer en revue quelques éléments pour mettre en exemple ces différents filtres introduits par la Commission. D'abord, sur l'éligibilité. Donc il y a environ 13 macro-secteurs qui sont préidentifiés. Parmi tous les codes NAS, une grosse vingtaine de segmentations de l'économie européenne. Alors comment ont été choisis ces secteurs et les 100 activités qui ont été retenues? En fait, principalement, ce sont celles qui contribuent le plus aux émissions de gaz à effet de serre et ou celles qui ont des potentiels de réduction importants. Donc on va retrouver des activités liées à la production d'énergie, au transport, au bâtiment notamment. Alors pour vous donner un exemple, par exemple sur la catégorie transport qui est identifiée sur l'écran, vous allez retrouver 17 activités qui ont été retenues comme potentiellement alignées avec la taxonomie en l'état. Alors là aussi un point d'évolution, vous avez pu voir qu'il y a effectivement pas mal de discussions autour du périmètre de la taxonomie et notamment en discussion actuellement une extension au-delà de ce qui est déjà dedans, c'est-à-dire pour ce qui concerne l'énergie, principalement l'énergie renouvelable, une extension possible d'ici quelques mois à certaines activités liées à l'utilisation de gaz naturel et à l'utilisation de l'énergie nucléaire. Et tout ceci est encore en réflexion. Alors voilà, donc si on revient au transport, donc on a toute une série de critères qui concernent à la fois le transport routier, le transport maritime et les activités liées à l'infrastructure par exemple. Et donc par exemple si on est concerné par le transport routier, donc selon la catégorie dite 6.6, voilà, si on fait du transport de fret par la route, on est éligible à la taxonomie. Donc on passe le premier filtre. Et pour aller plus loin, donc les filtres suivants concernent la contribution substantielle. Donc, si on transporte du fret et qu'en même temps on a des camions qui sont bas carbone, c'est-à-dire qui ont soit qui utilisent l'électricité comme carburant, ou bien utilisent des combustibles qui sont plutôt à basse émission. Donc on peut penser à des agrocarburants, du biocarburant par exemple, ou à de l'hydrogène. À ce moment-là, on passe le filtre de la contribution substantielle pourvu qu'on ne transporte pas de combustible fossile. Alors une fois qu'on a passé ce fil, donc après les critères dits DNSH, donc pour voir si on n'a pas d'effet de bord, de transfert de pollution sur d'autres dimensions environnementales, eh bien par exemple on va retrouver des aspects liés au recyclage de ces camions. Il faut avoir
on a tout à fait en cohérence avec les réglementations européennes une possibilité de réutiliser une grande partie des pièces du véhicule. Voilà, et aussi tout ce qui est gestion des déchets pendant la phase d'utilisation qui doit être prévue. Voilà, et donc là, on a vu des exemples de critères d'alignement, de contribution substantielle et de DNSH pour une des 100 activités. Imaginez que vous avez le même genre de critères pour les 99 autres. Donc le texte global avec ce qu'on appelle les actes délégués qui précisent toutes ces dimensions techniques font plusieurs centaines de pages dès aujourd'hui. Donc effectivement, il y a pas mal de choses à prévoir. Alors là, on présente un peu les résumés, qui fait quoi et quand. Alors qui est concerné finalement par cette taxonomie ? A priori, toutes les entreprises européennes, et donc notamment françaises, qui déposent une déclaration de performance extra-financière au titre de la directive européenne, dite NFRD, dans l'acception européenne. C'est-à-dire qu'en France, pour l'instant, cette directive a été surtransposée en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas été prévues au départ par l'Europe, qui sont soumises à DPEF au titre de la transposition. Pour l'instant, la taxonomie est sur le périmètre européen de cette directive NFRD. Et donc concerne à la fois des entreprises financières et des entreprises non financières. Donc, qu'est-ce qu'il faudra communiquer ? Donc, en fait, pour les entreprises non financières, les 3 KPI dont je parlais précédemment, c'est-à-dire chiffre d'affaires, CAPEX et OPEX alignés avec cette taxonomie. Donc, ce sont des informations quantitatives, mais il y aura également des informations qualitatives à faire figurer dans la DPEF, donc dans la déclaration de performance extra-financière, qui vont concerner la façon dont l'entreprise aura constitué ses calculs. Peut-être des hypothèses, on va y revenir, des partis pris pour calculer d'une façon efficace ces dimensions. Donc la publication se fera annuellement dans le rapport DPEF, avec des tableaux, des templates qui ont été définis par l'Europe pour définir l'alignement. Alors en termes de chronicité, en fait, on a un objectif qui a été modulé dans le temps. C'est-à-dire à partir de 2022, sur l'année 2021, il s'agira de reporter son éligibilité uniquement. Donc le premier filtre, c'est-à-dire de voir quel pourcentage, par exemple, du chiffre d'affaires correspond à l'une ou l'autre des 100 activités dont on a parlé tout à l'heure. Le reporting complet pour les entreprises non financières se fera à partir de 2023 sur l'année 2022. Pour les entreprises financières, on a un délai de 2 ans pour lesquels le reporting d'éligibilité suffira au titre du règlement. Et donc le reporting d'alignement pour les entreprises financières ne se ferait qu'en 2024 sur 2023. Voilà, donc ça c'est l'état à date de ce qu'on peut dire de la taxonomie en très rapide sur ce que ça change par rapport à ce qui se passait jusqu'à présent. Donc il nous semble à travers nos échanges avec les entreprises sur ce sujet qu'il y a énormément de choses à voir d'ici janvier 2022. Et donc on reviendra en fin de présentation sur quelques conseils pour bien avancer sur ce sujet. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui sont déjà un peu avancés dans la taxonomie, j'aborde maintenant une deuxième partie qui est consacrée à ce qu'on a pu appeler hot topics dans des webinaires qu'on a pu animer récemment, qui concerne des points particuliers d'interprétation du règlement qu'il est bon d'avoir en tête quand on passe aux travaux pratiques. Alors d'abord, la première chose, c'est comment est-ce qu'on peut apprécier au sein de bilan, de compte de résultats, de la connaissance d'une entreprise au global, quelles sont les sous-parties qui sont éligibles. A priori, pour ça, la clé de départ, ce sont les codes NAS. Donc c'est pour chacune des 100 activités recensées, vous aurez un code NAS qui est proposé par l'Union européenne. En pratique, on s'aperçoit que c'est un bon point de départ, mais qu'il faut creuser parfois un peu autour, que ce n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de l'éligibilité, qu'il faut surtout s'en référer, deuxième colonne de ma slide, en fait, à ce qui est écrit directement dans le paragraphe en question, parce que c'est là vraiment où on voit l'esprit du régulateur, ce qu'il a voulu capturer par telle ou telle activité.
Alors, troisième source d'information, parfois peut être utile aussi, c'est quand on regarde les critères de contribution substantielle, on a aussi des formulations de phrases qui permettent de comprendre dans quel contexte se situe finalement le contour des activités qu'on peut prendre en compte. Voilà. Et en plus, on peut aussi consulter, donc la Commission européenne a mis à disposition un outil qui s'appelle Taxonomy Compass, qui peut servir un peu aussi de boussole, enfin de compas pour se référer un peu dans toutes ces activités et tout le spectre de la taxonomie. Voilà, donc ça c'est un premier point sur l'éligibilité. Alors maintenant, si on passe concrètement au calcul des dimensions KPI, on a un autre sujet qu'il faut traiter, c'est voilà, jusqu'à quelle maille on doit pousser les calculs pour être vraiment très précis vis-à-vis de la remontée d'informations. Si on garde par exemple l'exemple du transport routier, on peut avoir pour un transporteur routier l'exemple de contrats, de prestations de transport qui sont réalisés avec à la fois des camions électriques et puis aussi des camions diesel classiques. Donc comment uniquement isoler la part du chiffre d'affaires dans ces cas-là qui revient finalement à ce qui est demandé par la taxonomie qui concerne le transport de camions électriques. Donc, là, le règlement ne prévoit pas exactement la façon de faire. Là, il s'agit plutôt de trouver la meilleure façon de procéder, étant donné l'organisation de l'entreprise. Donc là, on en cite plusieurs qu'on a pu voir. Déjà, peut-être une bonne idée, c'est d'interroger les différentes filiales qui ont elles-mêmes peut-être un niveau de détail ou de connaissances fines pour savoir peut-être que, par exemple, tel ou tel client a demandé des camions électriques, donc on sait que telle ligne de contrat est 100% éligible et passe le critère de contribution substantielle. On peut penser également peut-être utiliser des échantillons de contrats représentatifs qui permettent après d'extrapoler à d'autres contrats la proportion d'alignement par rapport à un ensemble de chiffres d'affaires donnés. Voilà, ou peut-être aussi parfois regarder si l'information est disponible, les kilométrages respectifs des camions, et puis en fonction des kilométrages, en tirer des clés de répartition vis-à-vis du chiffre d'affaires total. Voilà, ou une approche mixte. Enfin, voilà, en quelque sorte, c'est un peu le test à faire dès maintenant pour essayer de voir quelle est la meilleure approche. Et voilà, c'est un des points qu'on peut éventuellement souligner dans le rapport qualitatif qu'on fait de cette taxonomie en fin de rapport. Autre point délicat, le calcul du KPI CAPEX. Là, je le disais, en fait, il y a trois grandes façons d'avoir du CAPEX éligible. D'abord, si ce CAPEX se réfère lui-même à une activité qui est éligible, donc là, directement, ce CAPEX affecté à une activité éligible et dès l'année prochaine, dès 2023, à une activité alignée, ce CAPEX sera aligné. Mais il y a deux autres cas qui sont aussi intéressants à noter. Le deuxième cas concerne un investissement, et donc un CAPEX, qui serait justement là pour aider une entreprise à passer ce palier, à arriver à un moyen de produire qui est aligné avec la taxonomie. Donc là aussi, si on est dans un cadre d'un plan d'investissement qui vise à upgrader en quelque sorte d'un point de vue bas carbone telle ou telle portion d'activité, sous certaines conditions, notamment la durée d'établissement de l'investissement, on peut là aussi prendre en compte les CAPEX afférents. Et donc troisième catégorie, on a aussi parfois indépendamment même, et on va le voir si on est très peu aligné ou éligible vis-à-vis de la taxonomie elle-même en termes de chiffre d'affaires, on peut avoir des CAPEX isolés, qui sont individuellement durables. On va le voir comme par exemple l'installation de panneaux solaires. Donc l'esprit, c'est que là aussi, ces investissements isolés permettent d'avoir une action sur les grandes thématiques environnementales visées par la taxonomie. Alors, donc voilà un exemple concret pour bien voir comment on peut utiliser le CAPEX. Donc, imaginons qu'on ait un groupe totalement fictif, Clean Energy, qui est constitué de 3 activités, avec un chiffre d'affaires réparti 70, 20, 10% entre ces 3 activités. Et le CAPEX est lui réparti donc à 30, 50, 20% sur ces 3 activités, sachant que la première activité est alignée, l'activité A uniquement d'un point de vue
business model, d'un point de vue fonctionnement. Donc là, on a un chiffre d'affaires aligné à 70%. Le CAPEX, lui, 30%, imaginons, du CAPEX est affecté à cette activité A. Donc on a 30% de CAPEX qui peut être aussi considéré comme aligné sur cette activité. Pour l'activité B, là, on n'est pas aligné d'un point de vue chiffre d'affaires, mais on a un plan qui permet de faire monter vers les meilleures pratiques disponibles l'activité B. Donc tout le CAPEX, là aussi, peut compter dans le cadre de la taxonomie. Et donc on peut avoir au total un niveau d'alignement de CAPEX de 80%, même si l'alignement chiffre d'affaires est plus faible et ne concerne qu'une partie de l'activité de l'entreprise. Voilà, donc là, il y a un jugement à exercer en relation avec les opérationnels qui ont décidé des investissements sur chacune des activités. Donc là, on voit bien le croisement que demande la taxonomie entre information comptable et information de terrain sur les opérations. Alors, autre exemple concret, si on est un groupe de distribution qui n'est pas pour l'instant visé par les textes concernant l'éligibilité, on n'a aucun chiffre d'affaires aligné, 0% peut-être, dans cet exemple fictif, Distrib+, mais en même temps, on a une partie du CAPEX qui est liée, par exemple, à l'achat de véhicules électriques pour les besoins des commerciaux ou les besoins en interne de l'entreprise, peut-être aussi des transports des camionnettes ou du transport qui est fait avec des camions électriques. Et puis, on a peut-être le siège ou des bâtiments qui ont été rénovés à tel point qu'ils sont vraiment en dessous des prescriptions techniques minimales en termes de consommation d'énergie. Donc là aussi, on peut avoir une partie du CAPEX qui peut être considérée comme alignée avec la taxonomie. Donc après, troisième catégorie de CAPEX, donc les CAPEX individuellement éligibles. Donc là, la Commission donne une liste, mais ce n'est qu'un exemple. Donc j'ai déjà parlé des panneaux photovoltaïques, des flottes de véhicules bas carbone, mais les textes, la taxonomie donne d'autres exemples, des isolations de bâtiments, des technologies liées aux énergies renouvelables, par exemple l'installation de chargeurs pour les voitures électriques ou des morceaux d'équipements de bâtiments qui seraient très isolants d'un point de vue circulation de la chaleur, peuvent être qualifiés là aussi de CAPEX vert et intégrés dans ce qu'on va considérer dans les pourcentages du KPI CAPEX. Au-delà de ces exemples qui sont nommément nommés, on peut en avoir d'autres. Il faut alors pour cela se référer aux listes déjà données par la Commission dans l'éligibilité, et toutes les rubriques, si elles correspondent à quelque chose qui contient un CAPEX, peut être pris en compte par l'entreprise. Voilà, donc quelques exemples de sujets un peu concrets auxquels on voit que vous êtes tous confrontés. Pour mémoire, en fait, sur les 4 autres dimensions, quel est le calendrier? Donc, puisque là, on parle surtout de climat, mais donc, comme on l'a vu, il y a 4 autres dimensions qui seront intégrées dans la taxonomie d'ici quelques années. Là, donc, il y a un petit décalage. Cet été, il y a eu publication d'un texte qui présente ce que pourraient être des critères techniques pour ces 4 autres thématiques. Et du coup, il y a un délai encore de consultation, d'approbation globale. Il y a une consultation assez riche cet été. Donc il s'agit maintenant pour la Commission de prendre en compte toutes ces remarques, éventuellement de modifier les textes qui ont été publiés. Et là, finalement, l'acte délégué concernant ces 4 autres dimensions devrait être publié en 2022. Et du coup, d'après ce qu'on peut lire dans l'acte délégué relatif au reporting, donc l'acte délégué dit relatif à l'article 8 de la taxonomie, comme il y a une période de 12 mois incompressible avant la mise en application, il nous semble qu'en fait l'application de ces 4 autres thématiques ne se ferait qu'en 2024 sur l'exercice 2023. Donc il y aurait in fine 2 années de décalage avec les dimensions climat, compte tenu du calendrier qui a pris un tout petit peu de retard sur ces 4 thématiques. Alors, dernier point que je proposais d'aborder concernant ce tour d'horizon, c'est quelques conseils pratiques, pratico-pratiques sur comment commencer son projet ou comment avancer en tout cas son projet dès 2021. Alors, une caractéristique de cette réglementation qui, in fine,
concerne des informations financières, puisqu'on va parler de chiffre d'affaires et de CAPEX, c'est qu'elle doit associer dans l'entreprise en fait différents acteurs qui sont dans des directions différentes, notamment évidemment la direction financière, mais également la direction RSE et ou la direction des opérations, pour justement aller trouver les critères qui permettent de démarrer en quelque sorte au sein d'une même typologie de contrat ou d'un même type d'activité, ce qui concerne vraiment ce qui est considéré comme vert par l'Europe et ce qui n'est pas forcément vert. Ce qui, d'après ce qu'on observe, n'est pas forcément actuellement toujours disponible dans les outils comptables. Donc voilà, donc il y a une première caractéristique, et là aussi ça prend un peu de temps donc, du coup, pour s'organiser, c'est ce croisement des compétences à avoir en interne pour faire fonctionner des équipes communes. Après, il y a un sujet lié à ça, donc c'est le périmètre d'analyse, c'est de voir comment donc, obtenir quel est le meilleur outil de remontée pour constituer ces KPI. Est-ce que c'est l'outil de consolidation ou est-ce qu'il faut croiser avec des outils de type reporting RSE? Là aussi, il y a des sujets à aborder assez vite. Le troisième point, c'est effectivement pour l'année prochaine, on n'a que l'éligibilité à reporter, mais il nous semble pertinent d'aller déjà un peu explorer l'alignement parce qu'il y a énormément de sujets à voir de ce point de vue-là et que la marge d'escalier numéro 2 en quelque sorte, passer jusqu'à l'éligibilité, c'est déjà un effort, mais passer de l'éligibilité à l'alignement, c'est encore plus compliqué. Donc, nous vous conseillons de commencer au plus vite en fait, cet exercice pour recenser les sources de données existantes, celles éventuellement à compléter pour arriver à cet exercice de reporting en 2023 sur 2022. Dernier étage avant intégration dans la DPEF, les systèmes de reporting justement. Actuellement, on voit qu'une partie des entreprises donc, soumises à taxonomie arrivent déjà à utiliser leur système comptable et à rajouter des informations pour le réutiliser dès la première année. Mais ce n'est pas toujours le cas. On voit aussi des process de reporting ad hoc se mettre en place. Et donc là aussi, c'est un sujet à voir comment s'organiser pour faire ce reporting. Et envoyer les instructions aux différentes BU pour remonter l'info. Finalement, donc le dernier point pour arriver jusqu'à cette publication, c'est l'intégration dans la déclaration de performance extra-financière. Donc il y a des informations quantitatives, mais il y a aussi des explications qualitatives à donner. Faire figurer des informations relatives à l'éligibilité peut être vu parfois comme un piège, parce qu'on va avoir parfois un chiffre assez élevé finalement d'éligibilité. Par exemple, dans le domaine de l'immobilier, dès qu'on construit des bâtiments neufs, on est éligible. Donc on peut avoir tendance à reporter presque 100% de son chiffre d'affaires comme éligible. Alors que l'année d'après, peut-être qu'on ne sera pas forcément aligné. Donc tout ça nécessite des explications pour un peu anticiper sur le lecteur assidu des DPEF qui comparerait un rapport à l'autre et qui verrait qu'il y a une chute d'informations KPI données dans le cas de la taxonomie, mais dans une certaine mesure, c'est explicable. Autre point, par exemple, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets que l'entreprise peut considérer comme pertinents, mais qui ne sont pas cités comme étant verts dans la taxonomie. Donc là aussi, ça nécessite une certaine explication, un niveau d'explication complémentaire pour bien montrer qu'il n'y a pas de décalage, mais qu'il y a un continuum d'action entre ce qui est déjà vert et puis ce que l'entreprise peut faire à côté de ça. Voilà, donc en plus de tout ce qu'on vient de voir, en fait, en termes de finalisation de messages clés, donc c'est d'anticiper. On constate que ça peut être une bonne pratique aussi peut-être de faire un exercice à blanc. Alors maintenant le temps passe, ça va être de plus en plus compliqué de le faire, mais peut-être sur une partie du périmètre de reporting, peut-être essayer pour voir comment se structure la remontée, le dialogue avec les différentes directions, pour essayer de voir comment finalement généraliser ça à toute l'entreprise. Et enfin aussi peut-être déjà commencer à travailler sur le narratif et l'articulation, donc avec ce qui devra figurer en tant que quantitatif. Et puis surtout aussi un autre point, c'est que cette taxonomie en fait elle est en évolution, donc il faut garder un œil de veille réglementaire, puisque là aussi pratiquement chaque semaine il y a des rebondissements ou des évolutions, donc voilà, ça peut encore évoluer fortement, notamment les questions, donc je n'ai pas abordé là, mais relatives à la vérification des informations. On n'a pas encore tout à fait l'info finale sur quel est le degré de vérification qu'il faudra faire avec soit l'OTI, soit le CAC.
Et voilà. En tout cas, il y aura une lecture d'ensemble du CAC. Pour le reste, à suivre dans les prochaines semaines. Voilà, je vous remercie et je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, alors, quelques questions. Merci Olivier. On a prévu également quelques informations sur le reporting auquel vont être astreintes les sociétés à activité financière. Donc ne quittez pas. On va peut-être juste poser les questions qu'on a eues. Votre exposé devait être particulièrement clair. Vous avez évoqué les sociétés soumises à DPEF et à NFRD. DPEF, c'est la loi, c'est l'application française. Donc, on a des entreprises cotées et des entreprises non cotées qui sont assujetties en fonction de critères de taille. La taxonomie s'applique à cet ensemble ou uniquement aux entreprises cotées? En fait, effectivement, il y a beaucoup plus d'entreprises en France, et notamment en non cotées, pour lesquelles la taxonomie ne sera pas applicable, puisque les critères, c'est au-dessus de 500 personnes. Donc voilà, ça nécessite déjà d'avoir une grande structure. Oui. Je pense qu'on l'avait compris, vous avez parlé de business unit, donc effectivement, c'est... Alors, très rapidement aussi, code NAS, code NAV, on peut dire qu'il y a une passerelle évidente, c'est bien de le rappeler. Oui, effectivement, il y a des passerelles. Le code NAS, c'est au niveau européen. Et effectivement, il y a des équivalences qui existent. Mais encore une fois, la notion de code NAS, c'est une première clé d'entrée. Mais ce qui compte surtout, c'est le descriptif de chaque activité pour voir si ça correspond à ce qui se passe dans l'entreprise. Okay. Alors, une question sur le côté obligatoire réglementaire donc de la taxonomie et les avantages fiscaux éventuellement qui seraient attachés. Je n'ai pas répondu, je vous laisse y répondre. Ça sera une manière de conclure. D'ailleurs, il n'y a pas d'avantages fiscaux. C'est effectivement une obligation. Obligation égale sanction. À ma connaissance, il n'y a pas de sanction. Effectivement, c'est une obligation de reporting qui peut après être vue, si elle n'est pas suivie négativement par les investisseurs qui seraient intéressés pour avoir plus d'informations sur l'alignement de l'entreprise dans lequel ils souhaitent investir. Mais c'est uniquement effectivement cet aspect relationnel avec les parties prenantes. Une question précise sur... tout le monde a compris que c'est un sujet technique qui va demander beaucoup de travail et que, effectivement, ça peut être compliqué. Une question sur qui aide à déterminer l'éligibilité ou non de la part du chiffre d'affaires vert. Effectivement, c'est une bonne question parce que pour l'instant, l'entreprise va être un peu seule en quelque sorte au départ parce qu'il n'y aura pas directement... l'œil de l'AMF en tout cas ne sera pas aussi vigilant la première année qu'il pourrait l'être dans les années d'après. Donc en fait, on comprend que c'est un peu un apprentissage commun de tout le monde, à la fois des préparateurs, donc des entreprises, des autorités de marché, éventuellement des consultants, des vérificateurs d'OTI et de CAC. Et là, il y aura a priori, d'après ce qu'on comprend, une certaine tolérance. Mais qu'en tout cas, l'esprit, c'est que l'entreprise doit se mettre dans une situation d'auditabilité d'ici quelques années. Quand notamment la NFRD évoluera en CSRD, donc les tâches d'après d'ici 3-4 ans, là on peut s'attendre à ce que la vérification soit tout à fait complète, au même titre que les autres informations de la DPEF. Merci Olivier. J'ai une question mais qui vient déjà d'un gestionnaire d'actifs, je crois. Peut-être un petit mot sur les obligations de reporting justement auxquelles sont assujettis les acteurs financiers. Je vous laisse... reprendre la présentation si vous voulez ou oui, je pense que je vous la laisse. Oui, alors effectivement sur le secteur financier, les KPI sont liés mais sont un peu différents, sont différents de ceux des entreprises non financières, puisque là en fait le règlement distingue 4 classes d'acteurs, donc les asset managers, les banques, les assureurs et assureurs et les sociétés d'investissement, pour lesquels la nature des KPI reportés est plus de type Green Asset Ratio. C'est-à-dire, en gros, les pourcentages des actifs alignés sur l'ensemble des actifs dans lesquels l'entreprise a investi.
Dans le cadre des sociétés d'assurance, il y a également cette notion de investigation sur le non-vie, enfin tout ce qui est assurance non-vie, quel est le pourcentage couvert sur des activités éligibles ou pas. Donc le mode de calcul en fait, du Green Asset Ratio va demander de faire remonter des informations de type pourcentage de KPI aligné de la part des participations, des contreparties dans lesquelles l'entreprise financière va investir ou pour lesquelles elle va prendre des participations. Et donc c'est un deuxième étage en quelque sorte. Et néanmoins, dès 2022, en fait, les entreprises financières vont devoir également faire figurer ces informations relatives à l'éligibilité. Voilà. La question du gestionnaire est sous les... Alors effectivement, donc, lié à ça, donc, il y a une question sur comment ces informations vont-elles remonter. Et là, effectivement, il y a un sujet de faisabilité à voir, c'est qu'il y a une concomitance de reporting et peut-être que certaines entreprises non financières vont publier ces chiffres dans la DPF après le délai auquel les entreprises financières elles-mêmes vont devoir publier selon leur calendrier financier. Et donc là, il va s'agir sans doute d'exercer un jugement pour trouver une information peut-être approximée la première année et dans ce cas-là, le mentionner dans la déclaration, dans la DPEF de l'entreprise financière. On ne voit pas d'autre moyen de le faire que d'approximer. Voilà. Oui, c'est une question que tous les financiers concernés se posent. Effectivement, c'est cette question du décalage entre la publication des données par les entreprises et la date à laquelle les entreprises financières doivent elles-mêmes répondre à leurs obligations. Particulièrement celles qui sont cotées ont donc des délais très très brefs. Est-ce qu'on peut imaginer dans ce cas-là de se reposer sur des données de l'année N-1 ou est-ce qu'il faut envisager de trouver des solutions d'extrapolation? C'est un petit peu compliqué, je ne suis pas sûre qu'on ait la réponse à ce jour. Sur les fournisseurs de données, nous avons réalisé une audition de tous les fournisseurs de données ESG. Un grand nombre d'entre eux se positionnent déjà sur la récupération des données relatives à la taxonomie, donc qui peuvent intéresser évidemment les gestionnaires et les financiers, mais on en est à la construction des dispositifs et pas encore à la livraison, puisqu'il faut attendre effectivement les publications. Oui, effectivement, là aussi, il y a le jugement exercé pour trouver la meilleure façon au sens des données disponibles, alors soit effectivement en passant par un prestataire, soit en regardant son historique et puis l'état des informations qu'on peut déjà avoir fait remonter, ou demander aux entreprises de reporter peut-être sur 6 mois. Voilà, mais effectivement, là, il y aura sans doute, la première année en tout cas, un certain nombre d'approximations dans le reporting des sociétés financières. Des arbitrages à faire. Pas d'autres questions? Pardon, si. Alors, effectivement, il y avait une question pour revenir sur un point. Effectivement, il faut 500 employés au moins pour reporter dans le cadre de la taxonomie au titre de l'article 8, c'est-à-dire de la publication annuelle d'informations dans le cadre de cette directive performance extra-financière. Donc il faut au minimum déjà être soumis à cette directive. Mais effectivement, tous les gens qui sont soumis n'auront pas besoin de faire le reporting. Donc ça concerne plutôt des entreprises de taille importante. Alors aussi, il faudra voir qu'il y aura un autre biais par lequel une entreprise peut-être de taille plus petite pourrait être concernée, c'est si elle-même fait partie d'un fonds ou parmi ses actionnaires des entreprises financières qui ont besoin des informations pour leur propre reporting. A priori, il n'est pas encore totalement clair si les entreprises en dessous de 500 employés sont également exclues du champ de ce reporting vis-à-vis des actionnaires et des investisseurs, notamment au titre des articles 8, article 9 du règlement disclosure européen. Oui, qui est un autre sujet. Qui concerne les investisseurs, effectivement. La question qui me venait à l'esprit m'a échappé. Oui, il reste toujours la solution de demander aux entreprises de remonter leurs informations
à condition de ne pas avoir un portefeuille trop important. Vous pensez que cette solution est tenable pour un établissement financier ? On voit pour un certain nombre de cas qu'effectivement ça prend du temps, il va falloir refondre les systèmes informatiques et réaliser en fait des systèmes capables d'accueillir des données que d'après ce qu'on constate n'existent pas encore, et donc vraiment les 2 premières années pour les sociétés financières seront sans doute des expérimentations en fait, plus que vraiment quelque chose de très précis et je pense que la notion justement d'éligibilité a été introduite pour ça, pour que tout le monde petit à petit se mette au niveau de ce qui est attendu, se prépare. Voilà. Alors, ma question est revenue. On parlait de périmètre donc d'entreprises de plus de 500 ETP théoriquement et de groupes également de plus de 500 ETP, ce qui peut amener une entreprise donc d'une taille inférieure qui fait partie d'un groupe comptant 500 ETP à devoir remonter des informations relatives à la taxonomie. Oui. Effectivement, c'est sur l'ensemble du groupe et aussi effectivement un point qu'on n'a pas évoqué encore sur l'ensemble du périmètre mondial en fait. Si l'entreprise est présente en dehors de l'Europe, ce qui pose aussi des problématiques complémentaires vis-à-vis des réglementations à suivre sur les DNSH, mais c'est l'ensemble des informations d'alignement du KPI, chiffre d'affaires par exemple, au niveau consolidé du groupe dans toute sa globalité mondiale. Merci. Pas de nouvelles questions. Alors, on commence à voir en tout cas, je connais au moins une plateforme, une solution qui permet aux entreprises effectivement de calculer la part verte de leurs activités et donc de leur CAPEX et de leurs OPEX. Elle a démarré, c'est une entreprise que l'on connaît et sur laquelle on va proposer de faire un test prochainement. Ça peut être une solution pour une entreprise ? Oui, effectivement, à terme, il faudra sans doute s'équiper, s'outiller pour les entreprises financières qui sont confrontées à un grand nombre de données à faire remonter de la part de leur participation. Et effectivement, il y a plusieurs prestataires qui existent déjà là-dessus, qui proposent des solutions de faire remonter des informations nouvelles qui après il faudra faire croiser avec les informations financières. Ce qui peut constituer une très bonne piste d'audit finalement. L'auditabilité des données est quand même un point important. On n'est pas très loin de la conclusion. Je vous laisse en... Pas de nouvelles questions. Je vous laisse un petit mot et je dirai un petit mot aussi après si vous le permettez, Olivier. Merci. En fait, merci à tous pour avoir suivi cette présentation. Notamment les hot topics, on a fait une petite sélection. On sait qu'il y en a pas mal d'autres qui risquent d'arriver. Et on est à votre disposition sur ces sujets. Et je pense que voilà, on a tous à garder un œil là-dessus. C'est en évolution. Et pour les entreprises internationales, il faut aussi voir que d'autres taxonomies sont en train de naître, soit aux États-Unis, en Chine ou même en Angleterre, au Royaume-Uni. Donc à un moment donné, il y aura aussi un besoin de convergence. Donc on n'est pas encore au bout de l'histoire. Voilà. À bientôt peut-être pour un autre numéro. La suite. Alors juste un petit mot, on a compris que c'était donc une obligation qui concerne aujourd'hui des grandes entreprises, mais aussi des plus petites qui font partie d'un groupe ou bien qui leurs investisseurs vont demander de leur remonter des informations qui vont leur permettre de faire face à leurs obligations. Le point important quand même, c'est que c'est une source aussi de formidables opportunités pour les entreprises parce qu'on n'avait pas jusqu'à présent vraiment d'indicateurs permettant de faire valoir à quel point la transition que l'entreprise a engagée se concrétise. Et c'est un point fondamental, je crois qu'il faut souligner, ça va devenir un véritable avantage concurrentiel, je pense, dans un monde qui est de plus en plus attentif et preneur de solutions durables. Donc, c'est un sujet important, c'est quelque chose qui va peut-être descendre à des tailles d'entreprise plus modestes. C'est ce qui a été évoqué avec un petit peu de délai quand même. Mais c'est une formidable opportunité pour toutes les entreprises de montrer ce qu'elles font
de montrer à quel point elles évoluent, à quel point elles rendent un service, elles démontrent leur utilité sociale et sociétale, elles vont fournir un vrai indicateur de leur évolution, et c'est un sujet qui sera sûrement très bientôt intégré par les investisseurs dans leur diligence. Donc, à suivre tous. Merci d'avoir suivi cette masterclass. Trop tard, c'est fini.